Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de suite de saga principalement. En premier lieu, nous parlerons de Ex-Hall, le tome 3, le sacrifice de Rachel Hawkins, paru chez Albin Michel Wyss. On parlera ensuite de Percy Jackson, le tome 3, le sort du titan de Rick Riordan, paru chez les éditions Albin Michel Wyss aussi. Je continuerai en vous parlant de Iron Gold, le quatrième tome de la saga de Red Rising, donc c'est la partie 1. C'est écrit par Pierce Brown et c'est paru chez Hachette. Et dans un dernier temps, je vous parlerai de Émile l'intraitable Zola de Bertrand Puard, paru chez les éditions Hachette. On commence tout de suite avec ce dernier tome qui clôt une saga, celle de Ex-Hall. Alors dans cette saga nous suivons Sophie qui est une jeune fille qui se découvre des pouvoirs de sorcière. Elle est envoyée à Ex-Hall parce qu'elle ne fait que des bêtises. Ex-Hall c'est un petit peu une école pour créatures magiques incontrôlables. Elle va partager sa chambre avec une vampire. Et il va se passer de drôles de choses à Ex-Hall, des meurtres. On va forcément se dire que c'est le vampire qui a fait le coup. Donc Sophie va prendre la défense de son ami, etc. etc. Et il y a bien plus de choses dans cette saga que ce simple résumé. On est au tome 3, il s'est passé énormément de choses. Sophie a découvert pas mal de choses sur sa famille du côté de son père. Dans ce troisième tome, c'est plutôt du côté de sa mère que l'on va, qu'on apprend des choses. Et je dois bien avouer que le livre est très court, hein, il fait 310 pages je crois. Et les 100 premières pages, je me suis ennuyée comme jamais. En même temps, j'ai laissé passer beaucoup de temps entre le tome 2 et le tome 3. Mais si vous voulez, c'est ce genre de saga où on rentre dedans, on voit tous les clichés du young adulte. Mais vraiment tous les clichés, hein, avec ces jeunes filles qui se crêpent le chignon, avec un triangle amoureux. Voilà, c'est le genre de saga qu'on essaye d'éviter et en fait on plonge dedans et on passe un bon moment. Et là c'est un petit peu le même cas, j'ai passé un bon moment avec ce tome 3 quand j'ai passé les 100 premières pages. Mais c'est cliché à souhait et puis il n'y a rien vraiment d'original. On est dans une saga un petit peu toujours pareil avec une jeune fille avec des pouvoirs, avec une ascendance un peu étrange qui va essayer de renverser tout le système. Bref, pas très original. J'ai passé un bon moment, ça se lit vite, mais si vous voulez pas tous les clichés, tout ce triangle amoureux, toutes ces banalités, tout ce crevage de chignon entre filles, évitez cette saga qui, moi, est terminée. C'est hier, j'ai terminé. On passe à Percy Jackson, le tome 3 que j'ai lu en lecture commune avec Sandrine. Comme pour les autres, d'ailleurs, on y suit toujours Percy qui est un demi-dieu, il l'a appris dans le tome 1. Et cette fois-ci, eh bien, c'est un petit peu toujours le même scénario. Percy va avec ses amis se retrouver à la colonie des Sans-Mêlés et il va accomplir une quête. C'est un petit peu toujours le même processus. Là, je dois dire que ça a été assez long à se mettre en place. D'habitude, les tomes vont très vite. Très vite on rentre dans l'action, mais là, ça a été un petit peu plus compliqué. Ça a été un petit peu plus long à rentrer vraiment dans l'action. Par contre, une fois que l'histoire débute, moi j'ai beaucoup aimé. Après, dans ce tome-ci, Annabeth m'a beaucoup manqué, mais je ne vous expliquerai pas pourquoi, parce que sinon je vous spoil. J'aime toujours autant Percy, j'aime toujours autant Grover qui est toujours l'atout humoristique de cette saga. On rencontre encore beaucoup de créatures, même si pareil elles tardent à arriver. Beaucoup de créatures, beaucoup plus de dieux cette fois-ci. Hein. On apprend à connaître des personnages qu'on découvrait à peine déjà dans les tomes précédents. Certains sont complètement absents d'ailleurs, c'est très étrange. Bref, ça commence à prendre un petit peu plus d'ampleur, il commence à y avoir des pertes, oui. Et
encore une fois, comme à la fin du tome 2, Rick Riordan arrive à nous faire un total renversement. Il a le don, je pense, de finir cet tome sur mince, qu'est-ce qui va arriver maintenant, quoi. Et nous retourner le cerveau. Donc, encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce tome 3, même s'il a été beaucoup plus long à démarrer que les autres. On va continuer avec cette suite de saga que j'attendais impatiemment. Donc, je remercie les éditions Hachette pour m'avoir envoyé ce livre. Donc, c'est une première partie. Le livre VO était beaucoup plus gros à la base et Hachette a décidé de le couper en deux. Donc là, nous sommes vraiment dans une première partie. Je ne vais absolument pas vous faire le résumé de ce livre, sinon je vous spoil toute la première trilogie de Red Rising. Donc, on va essayer de faire une chronique sans parler des personnages qui sont encore vivants. Oui, parce que Red Rising, c'est quand même une saga qui a pour thématique un petit peu la perte de ses personnages principaux, les trahisons, les complots. Donc si je vous dis qu'on retrouve tel personnage dans celui-là, plus d'intérêt de lire la saga, quoi. Donc pour faire simple, Red Rising, qu'est-ce que c'est? Nous y suivons Darrow, qui est un rouge. Les rouges, ce sont les catégories de personnes qui sont le plus bas dans la société. Les rouges, en gros, ils forent la terre de Mars et ils ne vivent pas très vieux, hein, voilà. Ce sont simplement des outils qu'on utilise et qu'on jette à convenance, et les plus hauts, les plus puissants, ce sont les Or. Et un jour, Darrow, eh bien, il va lui arriver quelque chose parce que lui, si vous voulez, il est peinard, il est sur Mars, il est tranquille, il a sa femme. Oui, il n'a que 16 ans, mais il est marié avec à une jeune femme. Et il va arriver quelque chose à sa femme. Et ça va convaincre Darrow de se bouger un peu les fesses et surtout, eh bien, de rejoindre la résistance. La résistance va lui faire une transformation totale. Darrow va passer de son statut de rouge à un statut de or. Il va être complètement transformé physiquement et il va, grâce à la résistance, eh bien, s'intégrer au or et essayer de saper tout leur pouvoir, eh bien, de l'intérieur. J'avais adoré. Red Rising, c'est une de mes sagas préférées. Elle est tellement violente, mais tellement intelligente dans sa construction que quand j'ai reçu Iron Gold, je ne pouvais que me ruer dessus. Je l'ai reçu le samedi, je l'ai attaqué le samedi, je l'ai fini le lundi. Voilà. Il n'est pas très long, il fait que 375 pages à peu près. Et ici, donc, ce livre se passe 10 ans après la fin des événements de la première trilogie. 10 ans se sont écoulés et forcément, quand il se passe un laps de temps aussi important, il faut replacer un petit peu tout le monde dans le contexte. Donc, nous allons suivre plusieurs personnages, 4 au total, dont 2 personnages que nous connaissons déjà de la première trilogie. Je vous l'ai déjà dit, je ne vous dirai pas lesquels. Et 2 autres totalement inconnus. Donc, je vous l'ai dit, 10 ans se sont écoulés et forcément, eh bien, dans ce tome, on se retrouve un petit peu comme si on était dans un premier tome. Il faut réexpliquer tout. L'évolution des personnages que nous connaissions, l'évolution aussi de la politique qui a beaucoup changé depuis que Darrow, eh bien, a mis son grain de sel dans toute cette histoire de couleurs. Donc voilà, moi je ne me suis pas ennuyée dans ce livre, mais certains pourront peut-être trouver ça long parce qu'il faut tout replacer. Mais moi j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré voir ce qu'ils étaient devenus et voilà, je suis toujours aussi fan. Par contre, je trouve que on est vraiment dans une très grosse introduction. On nous aurait peut-être laissé la partie 2, et ben j'aurais peut-être pas eu cette impression, mais là on va suivre ces 4 personnages, chacun ont des histoires abominables. Je dois dire qu'il y a une histoire qui m'a fait faire des cauchemars. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez de quelle histoire il s'agit. On a des massacres dans ce livre, on a des tueries, on suit la logique de Red Rising, hein, je vous dirais. Mais
si vous voulez, ce livre s'arrête au moment où va débuter l'histoire. Donc c'est une grosse introduction, mais de toute façon il faut passer par là pour avoir la suite. Et moi j'ai pris un grand plaisir à lire ce livre parce que de me retrouver dans cet univers, et ben c'est juste un pur plaisir. Et on termine avec Émile, l'intraitable Zola. Je vais poser ma liseuse et je vais vous mettre la photo ici, ce sera plus simple. Donc encore une fois, c'est un service presse et je remercie NetGalley et les éditions Hachette aussi pour l'envoi de cet e-book. Je sais qu'il y a un premier tome qui est paru, même si ce sont des livres complètement différents. Le premier tome était sur Dumas. Ici, nous parlons d'Émile Zola. Nous allons suivre le jeune Émile qui a 12 ans, il me semble, et qui va partir dans une grande chasse au trésor. Son père est décédé, mais apparemment il lui aurait laissé un trésor et pour cela il va devoir parcourir plusieurs endroits, plusieurs lieux pour dénicher des indices et pour trouver ce fabuleux trésor que son père lui aurait laissé. Alors Émile est à Aix-en-Provence, il va partir sur Paris, il va partir sur Genève, il va faire un tour en Italie. Bref, c'est un road trip fabuleux qui m'a semblé un petit peu trop facile. Trop facile parce que quand même à 12 ans, j'ai trouvé que ce gosse était quand même vraiment laissé en électron libre, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, et puis avec les moyens de l'époque, faire autant de trajets en si peu de temps, c'est un peu compliqué parce que c'est en calèche quoi, il n'y a pas le TGV ou bref. La vraisemblance de cette histoire était un petit peu douteuse, mais bon, moi en tout cas j'ai passé un très bon moment, ça se lit très vite, c'est de la jeunesse en effet, mais c'est palpitant. On est dans cette chasse au trésor, on apprend des choses, on essaye d'en deviner d'autres, et forcément il y a des méchants qui sont assez trousses pour lui voler le trésor de son père, etc. C'était plutôt bien joué de la part de l'auteur, j'ai trouvé qu'il alliait très bien en fait l'histoire et les œuvres de Zola. Alors je ne suis pas particulièrement fan de Zola, je crois que je n'ai jamais lu un seul livre de Zola, oui vous avez le droit de me taper dessus, mais je ne l'ai pas étudié à l'école. Voilà, et de moi-même je ne suis pas sûre d'aller vers une œuvre classique comme ceci, mais j'ai reconnu quelques noms, hein, comme Nana, oui. Je ne connais pas l'œuvre de Zola, mais je sais que dans ses livres, dans la saga des Rougon-Macquart, il y a Nana. Je sais qu'il y a Gervaise, qui apparaît aussi dans ce livre. On allie un petit peu le réel avec de la fiction. C'était très bien joué et je vous dis, ben, ce petit gosse, il est attachant. Il veut devenir écrivain et il est aidé par Cézanne. Voilà. Un autre artiste, et ils vont dans des lieux emblématiques à Paris, voilà, ils se déplacent et c'était plutôt très intéressant à lire, très palpitant, je vous l'ai déjà dit, très haletant, et ça allait quand même à toute vitesse pour un petit livre jeunesse. J'ai beaucoup aimé et je vous le recommande parce que c'était une lecture très agréable. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 livres, mes 4 dernières lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, lesquels vous font envie ou pas. N'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Et en attendant, eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.